Bonjour à tous. Donc dans cette présentation, on va vous expliquer comment on a obtenu de l'exécution de code sur une imprimante Canon dans le cadre du Pwn2Own 2021 qui a eu lieu à Austin. Donc pour commencer, on va se présenter rapidement. Donc je suis avec Mehdi Talbi et Thomas Genet. Moi je m'appelle Rémi Julien et on travaille tous les trois à Synactive. Donc Synactive, c'est une société française spécialisée en sécurité offensive qui a été créée en 2012. On a des locaux en France à Paris, Lyon, Toulouse et Rennes. Aujourd'hui, on a 4 pôles: reverse engineering, pentest, développement d'applications sécurisées et réponse à incidents. On est à peu près 120 et on recrute pour ceux qui sont intéressés. Donc on a travaillé sur cette imprimante parce que c'était une des cibles du Pwn2Own. Donc pour ceux qui connaissent pas, le Pwn2Own, c'est une compétition de sécurité informatique internationale qui est organisée par ZDI, donc Zero Day Initiative, qui est affiliée à la société antivirus Trend Micro. L'idée de cette compétition, c'est qu'il y a un ensemble de périphériques qui sont à jour, et l'objectif pour les attaquants, c'est de trouver des vulnérabilités non connues, de les exploiter afin d'obtenir une exécution de code sur le périphérique. Donc pour l'édition qui a eu lieu à Austin, il y avait au total 19 périphériques différents. Donc il y avait différents types de périphériques, il y avait des routeurs, des NAS, des imprimantes, des enceintes Bluetooth. C'est une édition qui a eu particulièrement du succès puisqu'il y a eu au total 58 entrées, donc 58 tentatives de compromission réparties sur les 19 périphériques. Il y a 22 équipes qui ont participé et à Synactive, on a été une équipe de 11 personnes, donc on était, je pense, la plus grosse équipe, ce qui nous a permis de remporter cette édition-là. Donc comme j'ai dit, il y avait 19 périphériques différents. Parmi ces périphériques-là, il y avait 3 imprimantes, une imprimante HP, une imprimante Lexmark et une imprimante Canon. Donc à Synactive, on a travaillé sur les 3 imprimantes, on a eu de l'exécution de code sur les 3, et ce talk va se concentrer sur l'imprimante Canon, sur laquelle on a travaillé. Dernier petit slide sur le Pwn2Own. Donc en fait, l'idée, c'est que chaque périphérique qu'on va réussir à compromettre va ramener un nombre de points qui est variable et un cash prize qui est variable. Par exemple, une imprimante, ça ramenait 2 points, donc de ce qu'on appelle les points de Master of Pawn, et $20. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il y a un classement qui est fait, et l'équipe qui arrive en tête, elle reçoit le titre de ce qu'on appelle Master of Pawn. Et pour la petite anecdote, c'était assez sympa pour nous, puisqu'en fait, on a terminé juste devant l'équipe DevCore de 2 points. Donc ça s'est vraiment joué jusqu'à la fin sur notre dernière entrée. Donc c'était assez fun. Voilà pour l'introduction. Donc l'idée, c'est vraiment de retenir que si on a fait cette R&D là, c'était parce que c'était une cible du Pwn2Own et que c'était assez fun. Je vais laisser la parole à Thomas qui va vous parler du bootloader. Merci. Donc effectivement, concrètement, comment est-ce qu'on attaque une imprimante? C'est bien beau d'avoir une imprimante, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec? Donc nous, ce qu'on a fait, on a déjà essayé de trouver le PCB, la carte informatique sur laquelle est exécuté tout le code que fait l'imprimante. Une fois qu'on a identifié le PCB, on identifie les différents chips qui sont dessus. On identifie assez rapidement un CPU, c'était un CPU ARM. On identifie la RAM aussi assez rapidement en dessous. Et on fait ça en regardant ce qui est imprimé sur les chips. Ça permet de savoir quels sont précisément ces différents chips. Dans les autres choses intéressantes que du coup on a fouillé pour avancer, on a identifié tout là-haut un connecteur UART, ce qui nous permet par la suite d'interagir et d'avoir un peu de autre chose que simplement l'écran de l'imprimante pour voir ce qui se passe. Et on a du stockage, c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Donc la flash, c'était qui utilisait le protocole SPI et une mémoire IMMC. Donc voilà, on s'est dit, on va essayer d'extraire de là le firmware pour pouvoir l'analyser. En se concentrant sur l'UART, l'idée de l'UART, c'est d'essayer de voir quels sont les différents pins et quelles sont leurs utilisations. On identifie d'abord la masse, ce qui permet ensuite de trouver les entrées et les sorties pour identifier ce que peut éventuellement sortir sur cette console série. Et on a en fouillant un petit peu les différentes vitesses possibles pour ces consoles série, puis identifier
au final, en démarrant l'imprimante, on a pu identifier le message qu'on voit en bas à droite là, et donc savoir que effectivement l'imprimante parlait sur cette console série et qu'on aurait un peu plus d'informations que simplement avec l'écran. J'en ai parlé aussi précédemment. Ce qui nous intéresse dans ces cas-là, c'est de récupérer le firmware pour essayer d'analyser comment fonctionne l'imprimante concrètement. Donc sur la base de ce qu'on a pu identifier, la flash, on a pu identifier son modèle précis, donc W25Q16JV. Et avec cette information-là, on peut extraire les documentations du constructeur, notamment comment est construit le package physiquement, et à quoi correspondent chacun des pins de ce type. C'est un format standard, donc c'est plutôt pratique, format SOIC, ce qui nous permet en fait avec l'outil qu'on voit à droite, donc le clip et un adaptateur USB et le logiciel FlashROM, d'extraire la mémoire qui est stockée en se basant sur les informations input-output qui sont sur ce package-là. Une fois qu'on a ça, on peut donc dumper le binaire, toute la mémoire, et ensuite analyser ce dump pour essayer de voir ce qu'on peut trouver dedans. Il se trouve que donc ce qu'on a extrait, c'était du code directement ARM. C'était le code du bootloader, donc c'est vraiment la première chose qui est exécutée par l'imprimante quand elle démarre. Par contre, la taille de mémoire était de 2 mégas de mémoire et donc pas forcément suffisante pour stocker tout le firmware de l'imprimante. Et en fouillant effectivement un peu plus, ce qu'on a pu identifier, c'est que ce bout de code, le code qu'on avait, était capable de donc récupérer un firmware et de l'installer et de ensuite le loader en mémoire et ensuite exécuter le code depuis l'IMMC, donc l'autre chipset qui était identifié précédemment, et simplement à partir de cette information-là, on sait du coup qu'il faut chercher sur l'IMMC. Mais par contre, on peut avoir pas mal d'informations intéressantes, notamment à quelle adresse en mémoire est mappé ce code-là, donc pour pouvoir l'analyser plus simplement et plus proprement. Et autre chose aussi intéressante, lorsque le bootloader donc ne trouve pas de firmware sur l'IMMC, il se mappe lui-même, il s'exécute lui-même pour installer un nouveau firmware. Et en installant un nouveau firmware, on a pu identifier comment se passait le parsing du firmware, du format de mise à jour. Et aussi, on a pu identifier donc une routine de désobfuscation qui ensuite nous a permis de à partir du firmware récupérer une version lisible du code. Donc en fait cette routine de désobfuscation est plutôt simple mais nécessaire pour pouvoir continuer l'analyse. C'est plutôt simple, ça prend du coup byte par byte, octet par octet le binaire de mise à jour et ça lui applique la modification les bit shift qu'on voit vers le bas et ensuite simplement on retourne cet octet là. Donc c'est il y a vraiment plutôt simple, octet par octet et techniquement, d'autres personnes ont analysé ce firmware sans passer par cet extrait de code-là et ont simplement fait une analyse statistique pour ça a suffi pour déchiffrer tout ça. Donc maintenant qu'on a comment fonctionne le firmware et comment surtout et comment il est packagé, il faut pouvoir le récupérer aussi. Donc la partie the hard way, ça va être de récupérer depuis l'IMMC. Le problème c'est que l'IMMC était au format BGA, c'est-à-dire que elle est connectée sur le PCB de manière beaucoup plus difficile d'accès qu'avec le format standard SOIC. Donc c'est plus compliqué à dumper et c'est pas le chemin qu'on a pris. On a choisi un chemin un peu plus facile. L'imprimante est capable de se mettre à jour quand elle est démarrée. Elle est capable d'aller chercher des mises à jour sur Internet. Donc ce qu'on a fait tout simplement, on a configuré un proxy HTTP sur l'imprimante qui était du coup un burp chez nous et on a intercepté toutes les requêtes pour voir quelle requête faisait l'imprimante pour ensuite récupérer le binaire au final. D'autant que c'était plutôt simple, c'est pas de l'HTTPS, c'est que de l'HTTP, donc c'est vraiment plutôt facile de récupérer tout ça. Et après coup, on a effectivement identifié une autre manière
plus simple, qui est en fait d'aller sur le site du support de Canon et de récupérer les outils de mise à jour, donc soit pour Windows, soit pour Mac, qui contiennent eux-mêmes le firmware dans les ressources associées au téléchargement. Et donc on peut directement extraire le firmware depuis ce téléchargement-là. Et petite blague d'ailleurs, la mise à jour sur le proxy est souvent bien en retard par rapport aux versions déployées via le site du support, ce qui fait que quand on attendait de savoir si la vulnérabilité était corrigée, en fait on ne voyait pas nous que l'imprimante était déjà à jour et qu'un correctif était déjà publié parce qu'on essayait de récupérer la mise à jour via le proxy et pas vers le site du support. Donc, pour ce firmware, je vais décrire le format du package dans lequel on récupère ce firmware. C'est différents blocs de données qui sont les uns dans les autres, imbriqués, façon matrioshka. Je vais passer en revue les différents packages, justement pour voir par la suite ce qui nous intéresse et comment on peut extraire le code directement de ce firmware-là, comme on l'a fait. Le premier bloc sur lequel on tombe quand on analyse le binaire, on a un bloc CEFW avec un en-tête et un contenu. Le contenu est gzip et ce type de bloc-là, CEFW, on l'a identifié que sur les téléchargements directs depuis le site de Canon. Donc quand l'imprimante se met à jour toute seule, elle récupère un contenu gzip. Sinon, quand on récupère le firmware depuis le site du support, il n'y a pas ce bloc-là, et on arrive directement sur le deuxième bloc, qui est le bloc NCFW, qui lui contient justement les données obfusquées avec la routine qu'on a pu identifier précédemment, et c'est ce binaire-là, ce contenu-là qu'on désobfusque pour en extraire les données intéressantes. Une fois qu'on a pu désobfusquer ce bloc-là, on arrive sur un contenu qui est formé par plusieurs blocs NCA. Donc les blocs NCA qui ont un en-tête qui précise à quelle adresse sur l'IMMC sont écrits ces informations-là. Donc il y a différents blocs. Il y a notamment le bloc avec le code qui fera le firmware lui-même. Et on a également typiquement les fontes et ce genre d'informations de ressources qui est utilisé par l'imprimante dans différents autres blocs NCA. Dans un cas, on a dans le bloc, dans l'ensemble de blocs qui contient le code, on a aussi le cas particulier du premier bloc NCA, donc le bloc qu'on a appelé bloc 0, qui lui va contenir une signature cryptographique qui est associée à chacun de ces blocs, et plusieurs headers qui correspondent à des informations propre à chaque bloc, et avec l'ensemble de ces informations, le bootloader est capable d'écrire le firmware sur l'IMMC, et nous on est aussi capable d'extraire le binaire et ensuite de l'analyser, de reverser ce binaire pour avancer dans nos recherches. Pour simplifier tout ça, on a écrit du coup un loader IDEA, donc avec n'importe quel fichier binaire, soit CEFW, soit NCFW. On peut directement ouvrir IDEA avec ce binaire et charger, désobfusquer, potentiellement dézipper, identifier le bloc NCA qui correspond au code, le charger en mémoire à la bonne adresse, celle qu'on a vue précédemment dans le bootloader, et ensuite être prêt pour reverse engineering, on va dire ça comme ça, le code du firmware. Et voilà, si vous avez envie de continuer les recherches de votre côté, le code est disponible sur notre repository GitHub. Je vais laisser la main maintenant à Rémi pour l'analyse. Merci. Très bien, donc une fois qu'on a récupéré le firmware en clair, qu'on l'a décompressé, désobfusqué, on peut commencer l'analyse, donc dans l'objectif de chercher des vulnérabilités. Donc le firmware est composé d'instructions ARM, donc comme le bootloader, jusque là rien d'étonnant. Le firmware, il va contenir le système d'exploitation DryOS. On va en parler un petit peu après. Donc DryOS, c'est un système d'exploitation propriétaire qui est conçu par Canon. Une des difficultés qu'on a quand on va analyser ce genre de firmware, c'est que tout est dans un seul gros fichier. Et la conséquence, c'est qu'on va se retrouver avec plus de 100 000 fonctions qui vont être reconnues par IDA.
et avec 0 symbole, donc on a le nom d'aucune fonction, donc c'est pas forcément hyper simple de trouver un point d'entrée. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était d'identifier un moyen d'automatiser un petit peu notre analyse et le renommage de fonctions, et on a vu qu'en fait il y avait une fonction de log qui était utilisée par pas mal de fois dans le firmware, et cette fonction de log là, elle prend en paramètre le nom de la fonction dans laquelle elle est utilisée. Cette fonction de log là, elle permet d'écrire donc sur l'UART des informations de debug, et donc on a écrit un script basé sur le décompiler X-Ray en utilisant l'API pour renommer de manière automatique le plus de fonctions possible. Donc ça nous a permis de renommer plus de 2700 fonctions, et donc d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de ce firmware là. Donc, je l'ai dit, le firmware, il contient le système d'exploitation DryOS. Donc, c'est un RTOS, Real Time Operating System, qui est conçu par Canon. C'est un RTOS qu'ils utilisent pour leurs imprimantes, mais également leurs appareils photo numériques, et probablement pour 2 types de périphériques. On sait que c'est un OS qu'ils utilisent depuis un certain temps, puisque dans le cadre d'une autre R&D, on avait regardé une autre imprimante Canon qui était également basée sur DryOS, et les premiers firmware pour cette imprimante-là dataient de plus de 10 ans, donc voilà, c'est quelque chose qu'ils utilisent depuis un certain temps. DryOS, c'est basé sur c'est basé sur un RTOS japonais qui s'appelle Micro Industrial Tone. Donc ce RTOS japonais a des spécifications qui sont disponibles librement en ligne. Et donc c'est assez intéressant si on veut s'intéresser un peu aux différents mécanismes bas niveau implémentés par ce RTOS. Donc nous, notre imprimante, elle était basée sur DryOS en version 2.3, qui était basée sur Micro Industrial Tron en version 4.0. Donc ce qu'on va retrouver dans cet OS là, c'est une API qui va permettre de créer différents types d'objets du type mutex, socket, task, sémaphore, etc. Donc quelque chose d'assez classique. Si on regarde d'un point de vue sécurité ce système d'exploitation, ça va être assez intéressant pour nous les attaquants, puisque on va retrouver quasiment aucune mitigation moderne comme on pourrait les trouver aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'ASLR, et le système c'est composé d'un seul bloc qui est mappé à une adresse fixe. Donc la conséquence de ça, c'est que l'adresse de chaque fonction elle est prédictible même après redémarrage de l'imprimante. Il n'y a pas d'implémentation de protection sur les pages mémoire, donc le firmware est mappé en RWX pour l'ensemble du code. Il n'y a pas de stack cookie non plus, et donc la conséquence de ça, ça veut dire que si on trouve un stack buffer overflow par exemple, un seul bug peut suffire pour obtenir de l'exécution de code. Évidemment, il n'y a pas de protection moderne comme Control Flow Integrity. La stack et la heap sont exécutables. Il n'y a pas de security assertion comme on pourrait les trouver aujourd'hui dans des allocateurs modernes, etc., etc. Ce qu'on peut noter également, c'est que les tasks peuvent accéder à la stack et à la heap d'autres tâches, donc il y a vraiment pas de segmentation. Quelque chose qui était particulièrement utile pour nous, c'est un shell de debug qui s'appelle le dry shell. Donc tout à l'heure, Thomas vous a parlé de l'UART. Donc on a vu que au démarrage de l'imprimante, sur le bootloader écrivait certaines chaînes de caractères sur l'UART. Et ce qui est assez intéressant, c'est que une fois que l'imprimante a fini de démarrer, il y a une task qui est dédiée à implémenter un shell de debug, et donc qui est accessible simplement quoi. Donc ce shell-là, il implémente 413 commandes qui sont réparties dans 46 familles de commandes différentes. Donc on va avoir des commandes système, des commandes réseau, des commandes de debug, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être particulièrement utile quand on va vouloir débugger un shellcode, ou quand on va vouloir obtenir de l'exécution de code. 2 commandes qui ont été particulièrement utiles pour la partie exploitation. La première, c'est XD. Donc c'est une commande qui permet de faire un dump hexadécimal à une adresse particulière. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut écrire un shellcode. Par exemple, si on ne sait pas si il s'est exécuté correctement, on va pouvoir écrire une magic value, une adresse particulière, et ensuite vérifier qu'elle a bien été écrite. Et la seconde, c'est XM, qui permet de la même manière d'aller modifier un mot, un octet, un dword, peu importe, à une adresse particulière.
Enfin, une autre commande qui peut être assez intéressante, IMMC dump. Donc on a vu que le firmware était stocké en clair sur l'IMMC, mais que c'était pas forcément simple de dumper le MMC de manière, on va dire, de manière hardware. Et en fait, simplement avec l'UART, en utilisant la commande IMMC dump et en donnant l'adresse à laquelle on veut dumper le MMC, comme le firmware est stocké en clair, c'est une manière alternative de récupérer le firmware. Ça, malheureusement, on s'en est rendu compte après tout le travail qu'on a fait pour obtenir le firmware en clair, l'identification de la routine de déchiffrement, etc., etc. Voilà pour la partie un peu analyse du firmware. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre méthodologie pour identifier la surface d'attaque et pour choisir un service à attaquer. Donc, pour analyser la surface d'attaque, la méthodologie c'est assez simple. On a grosso modo fait un scan nmap. On a également couplé avec la commande netstat qui est disponible via l'UART. Et ça nous a permis d'avoir la liste des services du coup qui étaient disponibles sur le réseau et qu'on pouvait attaquer. Donc, ce qu'on va retrouver sur TCP, c'est un ensemble de services du type, on va retrouver un serveur HTTP qui est conçu par Canon, donc c'est un serveur HTTP custom qui est pas basé par exemple sur une implémentation de type Apache ou Nginx. On va retrouver différents protocoles d'impression, différents protocoles qui sont liés, on va dire, à des protocoles d'impression et qui sont liés au fait qu'on cible une imprimante. Donc on va retrouver LPD, donc Line Printer Demand Protocol. On va retrouver IPP, donc Internet Printing Protocol, qui est un protocole qui est basé sur HTTP, donc qui est implémenté couplé avec le serveur HTTP. On va retrouver également JetDirect. Ce qu'on va retrouver également sur UDP, ça va être un ensemble de protocoles qui vont permettre de découvrir l'imprimante sur le réseau. Donc c'est typiquement ce qui va faire que l'imprimante sera visible sur un réseau Windows sans action particulière sur les workstations d'un domaine. Donc on va retrouver des protocoles de type NetBIOS, WSD, donc Web Service Dynamic Discovery, SLP, Service Location Protocol, ou encore ZeroConf. Donc voilà, tout un ensemble de protocoles qui vont envoyer des messages sur l'adresse de broadcast. Donc ça peut être des cibles également qui sont intéressantes, puisque c'est des protocoles qu'on va pouvoir cibler sans authentification préalable. Si on prend l'exemple du serveur HTTP, en termes de surface d'attaque, il y a différents scripts CGI qui sont implémentés, donc ça peut être une bonne cible. L'inconvénient, c'est que pour pouvoir cibler les scripts CGI, on va avoir besoin de s'authentifier auparavant. Et comme on n'a pas le mot de passe administrateur, on n'est pas dans le cadre des règles du point-to-one où on veut obtenir de l'exécution de code sur un périphérique sans authentification. Enfin, ce qu'on va trouver, c'est deux protocoles propriétaires Canon. Donc MFNP, donc ça c'est un protocole qui permet de faire de l'impression ou du scan de documents via le réseau. Et enfin CADM, qui est un protocole propriétaire de Canon qui permet de faire de l'administration d'imprimantes à travers le réseau. Donc je vais laisser Mehdi vous parler un petit peu plus de CADM. Merci Rémi. Ouais, donc on va passer maintenant à la présentation de la vulnérabilité et qu'on a identifiée et comment on l'a exploitée dans le cadre du point-to-one. Donc la vulnérabilité qu'on a identifiée, c'est un heap overflow qui est présent dans le service dont Rémi vient tout juste de parler, c'est ADM. On va y venir juste après, dans le slide d'après, pour plus de détails sur ce service-là. Donc à cette vulnérabilité a été attribué le numéro de CVE suivant et la vulnérabilité a été remontée par ZDI au constructeur le 21 janvier 2022 et approximativement 2 mois plus tard, un bulletin de sécurité a été émis par ZDI une fois que la vulnérabilité a été patchée par Canon. Donc CADM, c'est quoi ce service? Donc c'est probablement le service d'administration de Canon, à en juger d'abord par le titre, de C pour Canon et ADM pour administration, et ensuite par la nature des opérations supportées par ce protocole-là, parce que ce protocole permet de, par exemple, ajouter un nouveau utilisateur, changer son mot de passe, démarrer un nouveau job ou tout simplement redémarrer le périphérique. Et dans le code, on a trouvé 41 opérations supportées par ce protocole-là. Maintenant, pourquoi on a choisi particulièrement ce service-là? Parce que c'est un service propriétaire de Canon, et qui dit service propriétaire dit souvent présence de vulnérabilité. Donc le protocole CADM, il est assez simple. Donc on a ici le format des messages CADM qui débute par un en-tête avec un magic CDCA, suivi par la version du protocole.
On a ensuite le code de l'opération qui va distinguer quelle opération on voudrait faire parmi les 41 qu'on a identifiées. Et on a le payload qui va dépendre bien évidemment de ce code d'opération, dont le format va dépendre de ce code d'opération. Maintenant, quand on a commencé à auditer ce service, la première chose qu'on a voulu faire, c'est essayer de savoir est-ce qu'il y a une sorte de mécanisme d'authentification et comment cette authentification prendrait forme. Donc on est arrivé à cette fonction-là qui s'appelle checkUserPassword2, qui est une des routines parmi les 41 qu'on a identifiées. Et dans cette affaire, on a été chanceux parce que la première routine qu'on a regardée était vulnérable. Donc cette fonction qui s'appelle checkUserPassword2, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va allouer une structure de 428 octets qui contient plusieurs buffers. Et ce que fait cette fonction, c'est qu'elle va décoder le payload checkUserPassword2 qui est affiché ici en bas de ce slide. Ce payload contient plusieurs buffers, plusieurs blocs de données de taille fixe, préfixés chacun par une taille encodée sur un octet. Et ce que fait cette fonction, elle va copier ces blocs de données dans les buffers de la structure qu'on a allouée, sans vérifier la taille. On aboutit donc ici à plusieurs débordements dans la structure qu'on a allouée. On a notamment deux buffers qui sont vulnérables. Il y a un buffer qui s'appelle sal qui fait 32 octets et un autre buffer qui s'appelle hash et qui fait 128 octets. L'avantage ici, c'est qu'on peut overflow avec des données qu'on contrôle. Et on contrôle également la taille de l'overflow jusqu'à une limite donnée. Donc ce qui est très pratique pour nous de point de vue exploitabilité. Donc comme on a un heap overflow, pour pouvoir l'exploiter, on a besoin de comprendre comment marche l'allocateur de DryOS. Donc c'est un best fit, l'allocateur c'est un best fit allocateur, donc il maintient une liste chaînée de chunks qui sont free, qu'on appelle la free list. Donc chaque chunk de cette free list, il contient 40 octets de métadonnées qui débutent par un magic qui vaut soit free quand le chunk est free, soit ALLC quand le chunk est alloué. On a ensuite la taille du chunk qui comprend également la taille des métadonnées. Et ensuite on a un pointeur next qui pointe sur le prochain chunk qui est free dans la free list. Maintenant, quand on fait appel à malloc, donc ce que va faire l'allocateur, c'est qu'il va itérer sur la free list et récupérer le premier chunk qui satisfait la condition de taille. Le point important pour nous ici, c'est que quand on fait une allocation et qu'il reste suffisamment d'espace libre dans le chunk à partir duquel on a été alloué, un nouveau chunk va être créé dans l'espace qui est resté libre. C'est-à-dire que si jamais la taille du chunk on retire la taille qu'on a sollicité et si c'est supérieur à la taille des métadonnées, on sera capable de créer un nouveau chunk dans l'espace qui est resté libre. Et finalement, quand on alloue un chunk, il va être retiré de la free list et retourné à l'utilisateur. Maintenant, quand on free un chunk, il faut savoir que les éléments dans la free list ils sont ordonnés par leur adresse. Donc quand on free un chunk, on va simplement itérer sur la free list et insérer le chunk à sa bonne position. Et si un de ses voisins est libre, il sera mergé avec le chunk sera mergé avec son voisin. Pour faciliter la phase d'exploitation de la vulnérabilité, donc on a implémenté une commande dry shell qui va permettre de visualiser l'état du heap. Donc cette commande qu'on a appelée HD, elle va tout simplement itérer sur la free list et utiliser la commande xd pour afficher à chaque fois les métadonnées de chaque chunk. À savoir ici, on se limite à dumper par exemple le magic, la taille du chunk et la valeur du pointeur next. Ok, maintenant qu'on a une idée comment marche l'allocateur, on se pose la question comment on pourrait attaquer cet allocateur-là. Tout d'abord, il faut savoir que cet allocateur, il y a aucune, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, il y a aucune protection. Donc on est capable de, comme on peut voir dans les allocateurs modernes, on peut venir modifier les métadonnées à notre guise. Par contre, on peut pas mettre n'importe quelle valeur. On l'a appris dernièrement à notre dépend que en essayant de poker une autre vulnérabilité, on s'est rendu compte qu'il y a une tâche parallèle qui n'a rien à voir avec la vulnérabilité, qui est responsable de collecter des statistiques sur l'usage mémoire et cette tâche, elle va itérer sur la free list. Donc, si on met un pointeur invalide dans la free list, ça va faire crasher la tâche et faire freezer l'imprimante. Donc, il faut faire attention. Corrompre le heap, mais faire attention. Maintenant, quelles sont nos options pour attaquer le allocateur? Donc, il y a sans doute plusieurs options. Une des options serait de, par exemple, modifier la taille du chunk afin de l'agrandir et espérer agrandir notre overflow.
On peut également modifier le pointeur next et le faire pointer quelque part. On a des pointeurs de fonction et espérer avoir une allocation arbitraire. Et c'est l'option que nous, on a choisie. Donc pour ça, on a établi 7 stratégies d'exploitation. Donc dans un premier temps, on a besoin de faire un minimum de shaping du heap. On va voir pourquoi on a besoin de le faire et comment on le fait. La deuxième étape, c'est de déclencher la vulnérabilité et c'est de corrompre le pointeur next du chunk qui est contigu en mémoire afin de le faire pointer quelque part où on a des pointeurs de fonction. La troisième étape, c'est de récupérer notre fake chunk en ayant cette allocation arbitraire afin de copier un shellcode, de corrompre le pointeur de fonction et le faire pointer sur le shellcode. Et la dernière étape, c'est de déclencher l'exécution de code en forçant un appel à la fonction dont on a corrompu le pointeur. Donc on va commencer par la première étape. Notre objectif ici, quand on va shaper le heap, on a besoin de forcer une allocation à partir d'un chunk qui soit suffisamment large. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que une fois que notre chunk vulnérable va être free et réinséré dans la free list, il va y avoir des allocations parasites et on veut pas que ces allocations parasites aillent chercher notre fake chunk à nous. On veut que ces allocations parasites puissent tirer leur allocation de ce large espace. Donc comment on va faire ça? On a constaté qu'en faisant une requête HTTP sur le serveur web suffisait à fragmenter le heap en 2 chunks qui sont de taille assez large. Et c'est largement suffisant pour notre besoin. Donc la deuxième étape maintenant, c'est de déclencher notre vulnérabilité. Donc pour ça, on a forgé un payload qui check user password 2 de telle sorte à overlap sur le pointeur next du chunk qui est contigu en mémoire, et on a décidé de le faire pointer quelque part où on a les structures CADM, notamment la machine à état qui contient plein de pointeurs de fonction. 2 conditions sur le choix de notre fake chunk. Donc on a besoin d'avoir un fake chunk avec une taille qui est suffisamment large pour qu'on puisse le réserver et non pas être servi par les chunks qui précèdent. On veut particulièrement récupérer ce fake chunk là en particulier, et on a besoin d'avoir après cette taille là un pointeur next qui vaut nul pour qu'on puisse clore la free list. Là, on a une visualisation de notre fake chunk en mémoire. Donc là, on voit que on a une taille très conséquente qui est suivie par un pointeur nul. Et pas très loin de là, on a ce qui représente un peu la machine à état CADM qui contient plein de pointeurs de fonction. Maintenant, comment on va récupérer notre fake chunk, sachant que notre fake chunk il fait une taille assez large, et pour qu'on puisse itérer sur la free list et ne récupérer que ce chunk là, on a besoin d'avoir une allocation qui soit assez large. Et pour ça, on va utiliser une autre opération du protocole CADM qui est l'opération echo, qui est très pratique parce que cette opération echo, elle permet de nous faire des allocations de taille arbitraire et avec des données totalement contrôlées. Et on peut allouer jusqu'à 0x 10 000 octets, ce qui est conséquent. Donc cette opération echo, qu'est-ce qu'elle fait? On va lui envoyer un message, elle va nous renvoyer une copie identique de ce message-là. Donc comme je l'ai dit, cette opération echo est pratique parce que on a le combo des données contrôlées plus une taille contrôlée. Donc ça va nous permettre de récupérer notre fake chunk. Donc une fois qu'on récupère notre fake chunk, ce qu'on va faire, c'est comme on l'a récupéré avec une opération echo, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a récupéré ce fake chunk, on va copier notre shellcode et venir modifier le pointeur qui est responsable de traiter les opérations echo. Comme ça, une fois qu'on a envoyé notre message, on a, conformément à la machine à état CADM, on va avoir directement de l'exécution de code. Ce qu'on fait aussi, quand on a une large allocation, on va copier notre shellcode, modifier le pointeur de fonction, et aussi on va essayer de préserver le reste de données pour ne pas crasher en essayant de trop corrompre la machine à état CADM. Donc maintenant, une fois qu'on a l'exécution de code, une des règles de Pwn2Own, c'est de prouver qu'on a de l'exécution de code. Donc à défaut de pouvoir démarrer une calculatrice ou un shell, donc on s'est rabattu sur l'écran LCD et on s'est dit qu'on va afficher une image sur l'écran LCD. Donc pour ça, il fallait trouver l'adresse du frame buffer. Donc pour trouver l'adresse du frame buffer, quand on a commencé à analyser le bootloader, on a trouvé quelques strings qui sont reliés à l'écran LCD, et en regardant les fonctions où sont référencés ces strings-là, on a trouvé cette adresse qui est 0x40 90 0000, et on s'est dit potentiellement cette adresse c'est le frame buffer. Donc pour tester ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la commande XM, la commande dry shell XM,
pour modifier quelques octets à cette adresse-là, et on s'est rendu compte que le coin supérieur gauche de l'écran LCD a changé de couleur. Donc, ce qui a bien confirmé notre hypothèse que cette adresse-là est bien l'adresse du frame buffer. Donc, à partir de là, on a écrit un shellcode qui va consister à ouvrir une socket sur un serveur qui est en Python, qui est basé sur pile. Ce serveur-là va distribuer une image en RAW et notre shellcode va lire depuis cette socket et écrire dans le frame buffer, et tout ça dans une boucle infinie. Le résultat est le suivant. Ok, donc pour conclure maintenant, c'était notre première participation au Pwn2Own, pas celle de Synactive, mais à nous trois, ça a été notre première participation au Pwn2Own. On a pris beaucoup de plaisir à faire cette compétition-là et on recommande, c'est pas très compliqué de le faire. Pour ce qui est des perspectives, donc il y a eu récemment une conférence à Hexacon qui parlait de avoir de la persistance sur les imprimantes Lexmark. On pourrait imaginer avec des efforts supplémentaires avoir la même chose sur la Canon. Comme ça, on pourrait résister à un reboot de la machine et éventuellement à une éventuelle mise à jour du firmware. Un autre axe sur lequel on pourrait travailler aujourd'hui, une fois quand on exécute notre shellcode, il tourne dans une boucle infinie et les fonctionnalités de l'imprimante, elles fonctionnent plus. On peut pas imprimer, on peut rien faire. Donc un autre axe sur lequel on pourrait avancer, c'est de travailler sur la continuité d'exécution, en essayant par exemple de faire en sorte que de restaurer l'allocateur et de faire par exemple exécuter notre shellcode dans une tâche séparée. Comme ça, on n'impacte pas le reste du fonctionnement de l'imprimante. Autre point, il y a bientôt la nouvelle édition, dans 2 ou 3 semaines, il y a la nouvelle édition de Pwn2Own, où la Canon est remise en jeu. Est-ce qu'on va y participer? Peut-être. Parmi donc tous les outils qu'on a utilisés, développés durant cette recherche, ils sont sur le repo GitHub de Synactive. Donc on a publié l'exploit qui est en version 10.02. On a également publié le loader IDA qui permet de bootstrapper la recherche et de faciliter pas mal de tâches fastidieuses quand on démarre l'analyse d'un firmware comme celui de la Canon. Et les scripts, les divers scripts comme le script qui permet de renommer les fonctions et de simplifier l'analyse. Un dernier point, quelques références ici qui nous ont servi, qui pourront servir d'autres, qui nous ont permis de bootstrapper la recherche sur les imprimantes Canon. Et je pense que c'est à peu près tout pour nous. Si vous avez des questions, on sera ravis de répondre. Merci. Super intéressant, merci beaucoup. Juste une question, ça vous a pris à peu près combien de temps, du moment où vous avez eu l'imprimante Canon jusqu'à ce que vous avez réussi à mettre l'image sur la Canon? En fait, on n'a pas travaillé de manière linéaire, mais le tout mis ensemble, peut-être que ça nous a pris 3 semaines, peut-être. Mais pas, on n'est jamais toute la journée dessus. Des fois, on travaille le soir, des fois, des petites demi-journées par-ci, par-là, mais en mettant tout bout à bout ensemble, je dirais 3 semaines. Ouais, peut-être un peu moins. Même. Un peu moins, peut-être, je sais pas. C'est dur de se rendre compte, effectivement. Salut. Dans la partie bootloader, je pense que vous avez trouvé la fonction de déobfuscation dans le bootloader. Quelle est l'utilité d'implémenter la fonction de déobfuscation puisqu'elle est une protection, supposée l'obfuscation est une protection pour que le code n'est pas visible pour tout le monde. Et vous avez trouvé la fonction de déobfuscation pour la déobfusquer. De point de vue expertise, quelle est l'utilité pour que les développeurs implémentent cette fonction? En fait, on a trouvé la fonction de désobfuscation dans le code du bootloader.
donc en l'extrayant directement de la mémoire. Et par contre, le firmware, la mise à jour du firmware ne contient pas ce code de désobfuscation, et ce code est obfusqué. Donc a priori, l'idée c'est plutôt pour les mises à jour de typiquement pas avoir les strings en clair qui pourraient être, donner pas mal d'informations, de simplement masquer typiquement les strings, le code aussi, et ralentir simplement quelqu'un qui voudrait juste fouiller un petit peu sans avoir beaucoup d'expertise, qui va juste regarder et se dire je vois rien d'intéressant, je vais pas pouvoir en faire quelque chose. Effectivement, clairement, ça nous a pas pris beaucoup de temps. Avec le bootloader, clairement, on a pu le trouver. Même d'autres équipes ont pu faire une analyse statistique pour passer outre. Donc, c'est pas une mesure efficace pour quelqu'un de motivé, mais je pense que ça va bloquer ceux qui vont vouloir regarder un petit peu, extraire le binaire et voir s'il y a des strings, des mots-clés particuliers qui peuvent les intéresser pour essayer de continuer. Plus, je pense que c'est ça l'intérêt de cette fonction-là. D'accord, merci. Mais du coup, ils implémentent une fonction d'obfuscation, mais ils mettent pas de protection sur les binaires. Alors, je sais pas si vous avez pu échanger avec eux et s'ils ont dit, oui, on fait de l'obfuscation pour un peu cacher le truc, mais en même temps, on laisse le binaire open bar. Donc, il y a quand même à côté des blocs NCA, il y a des blocs de signature qui vont être associés à ces différents blocs NCA. On n'a pas pas cherché non plus particulièrement la vérification cryptographique qui était faite à ce niveau-là, mais a priori il y a quand même une signature associée à chacun des blocs. Donc on peut pas modifier. A priori on peut pas modifier ces blocs. On peut pas modifier le firmware et l'installer sur l'imprimante arbitrairement sans problème. Bonjour. Justement, ma question c'était sur ces signatures. Elles sont de quelle nature? Est-ce que c'est juste un checksum ou un SHMAC, Secure Boot? De mémoire, c'était du SHA-256 et je crois que c'était même pas du HMAC. Donc effectivement, il y a sûrement de quoi faire des choses. Après, j'ai plus précisément en tête l'ensemble du package. Il me semble qu'il y avait quand même potentiellement d'autres signatures à recreuser parce que j'ai plus tout ça en tête. Mais effectivement, ça laisse présager qu'il y aurait sûrement, si on veut vraiment, typiquement faire la persistance, que ce serait clairement une piste à creuser pour exploiter quelque chose par ce côté-là. Alors, autant jouer à Doom dessus directement. Peut-être, à terme, peut-être. Bonjour, très intéressant. J'ai une petite question. Au-delà de fixer cette vulne-là, est-ce que vous avez fait des recommandations plus générales à Canon pour améliorer le status quo et peut-être améliorer aussi leurs autres appareils qui manifestement utilisent le même système? En fait, nous, on n'a pas communiqué directement avec Canon. En fait, dans le cadre de la participation au Pwn2Own, nous, on communique avec les équipes de ZDI qui, eux, derrière, vont travailler avec Canon. Après, nous, on n'a pas travaillé avec eux sur la partie contre-mesure. Voilà. Après, s'ils nous écoutent et qu'ils sont prêts à travailler avec nous, on est prêts à travailler avec eux en tout cas. Any last question? Sorry for asking in English. Do all the processors share the same memory, or do you have some virtual memory management on this printer? Thing is, it's not. I think it's more task. You can see them as thread more than process because they all share the same memory. So one task can access another task stack, for instance. So yeah, there is no. The implementation is not like process, but more like threads. So no, you have no segmentation memories between the tasks. Thank you. All right. So please give another round of applause to Thomas, Mehdi, and Rémi.